C'est pour dire que bien, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Cornart. Pas recevoir, tu es chez toi, comme les collègues, évidemment. Pour cette réédition, soigneusement, j'ai indiqué les deux dates. Je suis un peu fétichiste et ça veut dire, ça a été, parce que le document, il est de l'année dernière, mais il a été actualisé, vous pouvez me faire confiance. Donc, je l'ai fait pour chacun, chacune. Ce serait bien. Ça permet de prendre date, en fait, au sens propre, au sens figuré. Et en fait, je passe sur cet événement tragique, je le dis juste pour l'enregistrement, on a évoqué très rapidement le sort terrible qui survient, qui affecte Notre-Dame de Paris. Et ben, on aura l'occasion d'y réfléchir et d'y revenir. Et voilà. Et alors tout de suite, ah oui, peut-être. Alors on aurait pu faire ceci, ça c'est au libre choix, parce que après je vais procéder comme je l'ai fait un peu l'année dernière, c'est-à-dire après je vais revenir plus en détail sur ta trajectoire de production d'architecte, mais j'ai mis les éléments d'actualisation au début pour qu'on les oublie pas, qu'on commence par ça. Et là-dessus, je n'ai rien préparé d'autre que j'ai pris des images que tu m'as envoyées hier, que j'ai assemblées à ma façon, en respectant une forme d'organisation, disons, de la chronologie de parcours dans cet édifice, tout ce que j'en comprends, comme ça, voilà, de haut en bas, de bas en haut. J'ai fait ça pour les 3-4. Et après, il y a également la question de la pédagogie pour laquelle les étudiants ici présents sont tout particulièrement sollicités pour prendre le micro crachoir. D'ailleurs, il faudrait que je le prenne. Là. Alors, comme vous voulez, peut-être je fais défiler ça. Saint-Méry. Et j'ai mis également soigneusement les propos les échanges par SMS. Hein. Bâtiment mythique. Je voulais mettre des images avant-après, mais pas le temps. Si tu penses que c'est utile, je peux creuser demain. Je ne t'ai pas relancé donc, à ce sujet, à d'autres choses, mais ici, nous avons pôle associatif sportif à Saint-Michel-sur-Orge qui vient d'être livré. C'est ça, c'est en cours. C'est en cours même. Alors, tu voulais absolument ceci. Petit projet sympathique, j'ai mis les planches concours pour évoquer éventuellement la fidélité au projet à l'arrivée. Donc, et chers étudiants et étudiantes, vous êtes à même de juger si c'est fidèle ou pas fidèle. Peut-être faire une votation. Et par ailleurs, ceci, alors là je suis désolé, j'ai voulu faire tout dans un et en fait l'axe sono est illisible. Dialogue compétitif en 2 tours associant maîtrise d'œuvre, entreprise, exploitant, 1 an de boulot, tout ça pour perdre. Donc c'est l'établissement des bains de Strasbourg en partie réhabilité et en partie étendu, c'est ça, augmenté. Voilà. Et après on passe à l'enseignement. Alors est-ce que peut-être, disons ça, allons-y. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots de qu'est-ce que vous pouvez, parce que vous l'avez visité ensemble avec des étudiants, je pense, aussi. Des étudiants de ton enseignement de projet en cours. C'est ça, oui. Sur la question du rapport entre architecture et pédagogie. C'est pas nous les étudiants avec qui il est allé visiter. Si. Ah, certains étaient là. Le meilleur, trié sur le volet. C'est une œuvre, quand même, déjà tu disais, c'est une œuvre, un bâtiment mythique. Tu peux peut-être dire en quoi il est mythique. On en a parlé un tout petit peu la semaine dernière. C'est une école, enfin c'est pas une école, donc c'est un multi-équipement. C'est un bâtiment qui regroupe une école, une piscine et un gymnase, qui a été réalisé à l'occasion de la construction de Beaubourg, parce que l'école Saint-Méry était sur le site de Beaubourg, et donc il a fallu restituer une école après avoir dégagé le plateau. Donc c'est un bâtiment qui est de la même époque, de la même philosophie, on peut dire, même si ce n'est pas la même expression, avec une école qui propose un enseignement expérimental. Il n'y a pas de salle de classe, hein, les classes ont lieu sur des plateaux ouverts. Ça, c'est la principale caractéristique. Et sinon, d'un point de vue architectural, pour moi, c'est un bâtiment qui est très particulier, qui est une sorte d'articulation entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, n'ayons pas peur des mots, avec une expression qui est encore très brutaliste, assez fidèle aux grands anciens.
Ce qu'on voit assez bien, par exemple, en haut à gauche, là, sur Par exemple, oui, c'est ça, avec le système de rampe là, qui dessert les différents niveaux au-dessus de la cour, les portiques qui sont très expressifs, là, qu'on voit au milieu sur la rampe et à l'extérieur, qu'on connaît bien. Et en même temps, c'est un bâtiment qui mélange les flux. À l'origine, le hall mélangeait les flux des élèves, les flux des sportifs, les flux des gens qui allaient au bain-douche, qui sont au deuxième sous-sol. Comme Beaubourg lui-même, tout compte fait. Comme Beaubourg lui-même, tout compte fait, exactement. Et comme Beaubourg lui-même, aujourd'hui, les flux sont soigneusement séparés. C'était une des questions principales qui nous était posée quand on a fait la restauration de la piscine et des façades de l'école. Là, on ne voit pas bien, mais des façades intérieures sur cour. Donc il y a quelque chose de Le Corbusier et quelque chose de Rem Koolhaas dans ce bâtiment. Et donc, des Brésiliens peut-être aussi, non ? Et peut-être des Brésiliens dans l'expression, ouais. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce bâtiment et évidemment c'était assez sympathique de travailler là, notamment de pouvoir donner un usage au toit terrasse, comme on voit sur les images. Puisque ce toit terrasse, il avait été prévu, accessible par les 3 architectes, les auteurs du projet, mais il n'était pas utilisé. Et donc, voilà, on a fait un petit potager sur le toit qui fabrique quand même des relations sympathiques avec le contexte. Donc votre intervention, elle comprend quoi précisément comme ça, enfin, Alors, elle comprend la piscine qu'on voit en bas. Donc ça, c'est une restauration complète du volume et de la technique surtout, quoi. Du bassin aussi. Elle comprend une réorganisation du hall qu'on ne voit pas ici, un remplacement des façades sur cour de l'école, là qu'on voit en haut à gauche, mais on ne voit pas les façades, mais qui sont des façades bois, donc qui étaient assez endommagées. Façades bois, mais qui sont au nu très en retrait. Très en retrait, comme très souvent dans cette période-là, ce qui était une garantie de protection aussi quelque part. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Je pense à Dubuisson, l'architecture de Dubuisson, ouais. Typique, Jean Dubuisson. Et puis ces grands retraits sont des terrasses en fait qui prolongent les espaces d'enseignement. On ne peut pas dire les classes, mais... Oui, parce que c'était une école, on en a parlé la semaine dernière à cet égard, c'était une école comment on appelle ça, à aire ouverte, c'est ça, AIRE. C'est ça, c'est ça. Donc qui avait toujours une compensation, on pourrait dire 50-50 quoi, 50 indoor, 50 outdoor, que ce soit le outdoor en interne ou en externe. C'est un peu le principe, c'est le protocole. C'est le principe, c'est pas aussi bien réparti que ça, il n'y a pas autant de... Moins dans d'autres écoles du même genre. Il y en a une à Dunois qui est vraiment sur ce... Oui, d'accord. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Il y a juste peut-être un truc que j'aimerais bien ajouter, mais c'est que ce bâtiment-là, dont tu parles avec émerveillement et que nous autres, tous complices que nous sommes de l'architecture, nous parlons avec émerveillement, c'est sans doute un des bâtiments les plus détestés des Parisiens. Enfin, je dirais, c'est un bâtiment où l'architecture s'expose comme une chose horrible. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable, quoi. Merci. Pardon. Ouais, c'est parce qu'on n'en voit qu'une toute petite partie et que la partie qui donne à voir n'est pas la plus facile, quoi, à regarder. Hein. C'est pas la plus séduisante. Il y a le côté héroïque avec le porte-à-faux au-dessus du tunnel de sortie des Halles. Et c'est vrai que tout ça est recouvert d'une épaisse couche de gasoil. C'est assez dégueulasse. Le porche va évoluer aussi puisque le tunnel va être réduit d'une voie. Les travaux ont démarré cet été. Donc ça va beaucoup changer la perception du bâtiment sur l'espace public puisque il va y avoir un petit peu de respiration au pied. Oui, d'accord. Donc, bon ça, c'était donc un travail qu'on a fait entre novembre 2017 et novembre 2018. Donc ça s'appelle, c'est une consultation un peu particulière, on n'en avait jamais fait en fait, c'est un dialogue compétitif, donc ça veut dire qu'on constitue une équipe avec une entreprise qui est mandataire de l'équipe
et puis un exploitant, et puis encore d'autres gens. Enfin, je passe les détails. Les réunions, il y avait 40 personnes à chaque fois. Ça veut dire l'entreprise, elle va... Nous, on va faire comme d'habitude, on va faire un projet, sauf qu'on va le faire avec l'entreprise et puis avec l'exploitant qui, en l'occurrence, était l'UCPA. Donc la demande de la ville, c'était... Il y avait une partie du programme qui était commun, c'est-à-dire restaurer les bains municipaux. Hein, c'est un bâtiment de 1905. Très mal, c'est toute la partie, disons, en bas à gauche ici du document. Voilà, c'est ça. Les grandes cours, quoi. Donc c'est un très très beau bâtiment hein, qui est maintenant monument historique, etc. C'est ce qu'on voit ici à droite, bien sûr. C'est ça, voilà, ce qu'on voit là, des morceaux, quoi. Donc ça, ces bains municipaux, donc c'est le tarif piscine municipal, etc. Donc ça devait être garanti, c'est une obligation pour les exploitants. Et puis l'exploitant était libre de proposer un programme additionnel qui devait lui permettre de gagner sa vie. Donc nous, comme on était avec l'UCPA, qui ont un ADN plutôt familial, sportif, etc., on a proposé... Ils étaient très gourmands, ils voulaient beaucoup de programmes, on a dû les détendre un peu parce qu'il n'y avait pas de place pour en mettre autant. Mais quand même, on a... Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Quelle taille fait ce terrain-là? Le terrain à l'arrière, le terrain disponible est assez petit, donc on voit, enfin on devine sur l'axonométrie qu'on occupe à l'arrière là une espèce de bâtiment en forme de patate, là, voilà. On est rangé le long d'une rue qui passe à l'arrière, et schématiquement c'est facile, le bâtiment sur le toit, c'est l'image du haut, on a proposé un bassin de nage de 50 mètres, un bassin nordique. Ça fait 50 mètres. C'est ça, voilà, le bâtiment il fait 60 mètres par 15 au plus épais, quoi. 50, donc ça veut dire que là, j'ai perdu la souris, ça fait peut-être 80 mètres, quoi, c'est ça? Oui, au moins, oui. C'est tout un îlot, quoi, en fait, hein, sur un boulevard de la Neustadt, hein, la ville nouvelle. Est-ce que tu peux éventuellement, excuse-moi, je te bouscule peut-être. Vas-y. Est-ce que tu peux, parce que là, on a eu cet échange. Bon, c'est perdu cette affaire, c'est un boulot colossal, j'allais dire monstrueux, pas monstrueux, colossal, qui a mobilisé peut-être toute l'équipe pendant pas mal de temps, quoi. C'est complexe, c'est grand. Ce qui est vraiment passionnant sur ces affaires-là, c'est que c'est comme les marchés de définition d'autrefois, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au moins autant en train de réfléchir à la vie du bâtiment que son exécution, quoi. Ouais. Puisque vous êtes là en apport, en inventivité sur les enjeux programmatiques, politiques, qu'on pourrait presque dire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais il y a aussi autre chose, c'est que c'est un peu l'occasion peut-être, tu as ramené un cahier. Alors, quand on s'était vu à Strasbourg l'année dernière, tu disais, nous produisons des cahiers, bon, comme toutes les agences, mais des cahiers de détail, si on veut. Tu as utilisé ce terme de medley. Medley in English égale mélange in French. Oui. En fait, bon là, c'est pas un carnet de détails, c'est un carnet d'esquisses. Hein. Oui, éventuellement vous rapprocher. Enfin, oui, je peux même le faire tourner. Ouais. Quel est le principe? Si on prend un document, par exemple, on va y revenir tout à l'heure, mais... Le principe, donc, c'est, comme on voit, c'est dessiner comme on dessine nous autres, c'est-à-dire avec des feutres, comme ça, voilà. Du calque, comme ça. Regardez bien. Ça, et puis on cutch comme ça. Donc ça, c'est nos outils de travail. Ça, c'est mes outils de travail itinérants, puisque je suis maintenant quand même malgré tout connecté, un peu. La moitié du temps ici et la moitié du temps à Strasbourg. Donc voilà. Et sur les chantiers, tu fais comment? C'est ça ou ça? Sur les chantiers, c'est les deux. Hein. C'est un peu les deux. Ouais, c'est les deux. C'est les deux, plus un crayon de maçon. Et... Tu n'as pas une console BIM nomade? Pas encore, pas encore. Donc bon, ça, c'était une compilation. Donc effectivement, alors le medley, c'est un outil qu'on utilise parfois pour négocier
les honoraires de la mission Exé. Donc c'est un petit cahier où on a compilé quelques exemples de détails qu'on réalise, puisque on est assez attaché à cette question du détail. On essaye de dessiner les choses correctement pour qu'elles soient ensuite réalisées comme il faut. Et donc ce travail, on essaye de le vendre, donc c'est pas toujours évident. Alors en Alsace, la mission Exé, elle est systématiquement confiée en mission complémentaire aux architectes qui ont une mission de maîtrise d'œuvre, ce qui n'est pas le cas du tout en France, comme on dit chez nous. Donc lorsqu'on négocie un contrat, eh bien on essaye d'avoir cette mission parce que ça nous permet de mieux cerner le projet au moment de l'appel d'offres et donc d'avoir des pièces contractuelles ensuite qui racontent le projet en détail. Donc ça c'est quand même bien, l'effet, il faudrait que j'utilise ce truc, c'est ça. L'effet de relation, enfin disons de partage culturel peut-être avec le monde allemand qui est tout proche quand même, non? Enfin le fait de faire crédit à ce point aux compétences et aux capacités de l'architecte. Oui, ça c'est clairement notre appartenance au bassin rhénan qui fabrique cette particularité. Il y en a d'autres, par exemple vendredi c'est férié, alors que je vais travailler ici, ça c'est pas de chance. Bon, voilà. Alors vas-y, les couleurs. Ouais. Ouais. Alors, il faut regarder bien parce que ça compte. En fait, je vais pas raconter l'histoire en entier, c'est un peu long, mais disons, nous on représente les choses de cette manière parce que le rouge c'est une couleur qui apparaît pas trop, qui permet de dessiner des choses dont on n'est pas sûr, et quand elles deviennent sûres, on peut les repasser en vert, ou bien, comme c'est le cas plutôt dans ce cahier d'esquisse, ça permet d'exprimer les pleins et les vides, par exemple, de manière assez lisible. Voilà. Vous avez l'expression, quand on avait parlé la fois dernière, tu dis que vous gelez en vert, en fait, le tracé se gèle. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est pas très représentatif de ce... Parce que ce sont... J'en ai d'autres un peu après. Là. Voilà, bon, il y a peut-être des dessins plus flous, où il y a plusieurs solutions qui sont dessinées l'une au-dessus de l'autre. Sur la partie contemporaine de l'affaire, là. Le bassin, on est là. C'est ça, la halle. Donc ça c'est un bouquin, il date du 31 janvier 2018, c'est-à-dire on a commencé à bosser en décembre 2017. Donc ça, c'est les esquisses de décembre-janvier, en fait. Et après, parce que cette consultation a été faite en 2 tours, on a rendu une première phase en mars, qui a été analysée, etc., commentée par la maîtrise d'ouvrage, qui nous a rendu ses observations au mois de mai, et on a rendu la 2e phase au mois de novembre. Donc ça, c'est juste, en fait, le début de l'histoire, quoi. Donc, là, on voit que c'est... Combien avez-vous encaissé d'honoraires pour faire ça? Enfin bon, tu peux donner un ordre de grandeur, juste pour... Non, je dis ça, Oui. On est en HMO ici, quand même. Oui, tout à fait. Donc les honoraires de l'équipe au complet, c'est 200 000 €, sur lesquels nous, on a perçu... L'équipe de maîtrise d'œuvre. Alors, l'équipe de maîtrise d'œuvre a pris 120 sur les... 120. Ouais, sauf que nous, on était 3 architectes. Donc à la fin, c'était 40, quoi. D'accord. L'équipe adjudicataire, enfin pas adjudicataire, l'équipe consultée, parce que vous étiez consulté, il y avait combien d'équipes consultées? 4. Ça, pour la maîtrise d'ouvrage, ça coûtait 4 fois 200 000. C'est ça. Ça, c'est intéressant, 4 équipes. Et donc, dans les 200 000, 120 000 aux architectes. Oui. Concernant votre affaire. Ouais. Aux architectes, vous étiez 4, donc vous avez touché le quart de 120 000. On était 3 dans notre équipe, 3 équipes d'archi, 3 agences. 000, c'est ça. 40 000, et vous avez travaillé, vous arrivez à estimer, vous faites ça, une estimation du nombre d'heures passées là-dessus? Disons qu'il y a
un architecte de l'agence qui a travaillé à plein temps dessus pendant 1 an, on va dire. Il a quasiment fait que ça. Peut-être qu'il a fait 2-3 autres bricoles, mais voilà, essentiellement il a fait ça. Et plus le travail des associés qui n'est pas compté, quoi. Mais... Donc ça fait peut-être 1,5, 2 temps, l'équivalent temps plein. Ouais, au moins, ouais. Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais c'est quand même intéressant à réaliser, parce que ça fait des chiffres qui nous paraissent considérables. Enfin, ça, tu vas être d'accord avec moi, mais ça, si vous prenez 40 000 et que vous considérez que 40 000, c'est plus de 2 plein temps agence, qu'est-ce qui reste en définitive quand on pense aux frais, aux charges patronales? Ah, pardon, excuse-moi. T'entends pas. Ah ouais, désolé. Charges patronales, etc. Enfin, quand tu déduis les... Donc ça veut dire que clairement, il reste rien. Ça veut dire que c'est une opération qui vous a... Est-ce que ça vous a coûté de l'argent? Enfin, qu'est-ce qu'on peut... Je sais pas, parce qu'on n'est pas très doué en analyse voilà, de je trouve ça bien un moment de rentrer là-dedans, tu vois. Oui, je suis d'accord, ouais. Ouais. Voilà, bon, c'était aussi particulier parce que pour une question de montage du dossier, on s'est retrouvé à être plusieurs équipes d'architectes. Sinon, on n'aurait pas été retenu, si on avait été tout seul. Donc, c'est aussi pour ça qu'à la fin, les honoraires se découpent. Mais en réalité, c'est pas pour nous vanter, comme on dit, mais en fait, c'est nous qui avons fait le boulot. C'est toujours le problème. Donc, voilà, du coup, si on avait été payé 120 000 €, on aurait été bien payé. Voilà. Après, c'est comme ça. En fait, on y croyait vraiment beaucoup parce qu'on pense que le projet était pertinent, la proposition était pertinente, et on pensait surtout que l'UCPA était politiquement un exploitant qui répondait bien à la mairie social-démocrate. Et que le programme proposé, parce que dans l'édifice, sur l'Axo, on voit ce qui est tout à fait à gauche, il y a une petite aile qui est hachurée. Ça, c'est un établissement de soins. Et donc le bâtiment, il a été conçu comme ça en 1905, avec cette partie qui est l'aile des soins, dans laquelle il y a des bureaux avec des médecins, etc. Et puis il y a des thérapies avec l'eau, etc. On est presque dans l'ère du sanatorium, enfin on n'est pas loin. Ouais, en tout cas ça intéressait pas mal la mairie qui va retaper ce morceau, mais c'est séparé, parce que voilà, ils n'ont pas souhaité confier l'exploitation aux futurs exploitants. Mais en tout cas, il y avait cette histoire de sport-santé, qui est un sujet qui intéresse la municipalité. Et puis, et en fait, tout le monde nous avait dit, tous les gens qu'on a rencontrés pendant 1 an, etc., nous ont dit « Ouais, l'UCPA, ça c'est très très bien, ça c'est très très bon, c'est juste parfait comme format et tout ça. » Donc on était plutôt assez confiants. Et en fait, finalement, dans les explications qu'on a essayé d'obtenir pour savoir pourquoi ça n'avait pas marché, le retour qu'on a eu, c'était en fait, c'était pas ça le programme qu'on voulait. Et donc, nous, on a été vraiment très, très surpris de ce retour-là parce que, s'agissant d'une consultation en 2 phases, le principe, c'est justement qu'à l'issue de la première phase, la maîtrise d'ouvrage fasse un retour en disant « ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, il faut développer ça, il faut supprimer ça ». C'est ça le principe d'un dialogue compétitif, puisque c'est un dialogue. Et en fait, le dialogue, on n'a pas eu la réponse dont on avait besoin à l'issue du premier tour, un peu comme si on n'avait pas voulu nous le dire, quoi. Enfin, c'est assez... Enfin, on est très, très surpris de la manière dont ça s'est passé. Est-ce qu'on peut le faire une interprétation encore différente? C'est-à-dire que l'équipe était déjà pressentie ou prêt? Je ne crois pas. Non. Pour autant, je ne crois pas, parce que finalement, parmi les équipes retenues, il y avait Chaban, qui est un architecte de Lyon, c'est une énorme agence, c'est le 2e chiffre d'affaires en France, je crois, derrière Piano ou un truc comme ça, ou ADP. Bon, bref, grosse agence qui fait des bâtiments très gros et pas forcément super intéressants, qui était avec Bouygues. Et eux, ils avaient un programme qui convenait tout à fait à la maîtrise d'ouvrage. Et la maîtrise d'ouvrage n'a pas voté pour eux parce que le bâtiment était trop moche, le projet était trop moche. Donc ils ont décidé de ne pas l'acheter, mais le programme leur convenait parfaitement. Nous, ils trouvaient que le projet était plutôt bien, mais le programme ne leur convenait pas.
Et donc, ils ont pris le projet du troisième, qui est Châtillon, qui est le mec qui a refait Molitor, les Amiraux, etc. Donc, qui est quelqu'un qui, sur le traitement de la partie historique, est un expert. Et donc là, il n'y aura aucun... Je veux dire, ce sera très bien fait, le travail, il n'y a aucun doute. Par contre, l'offre complémentaire est assez indigente. Bon, voilà. Ça ne... Si vous voulez, le titre de la compétition, c'était les bains de demain. Et en fait, le projet lauréat, c'est les bains d'hier. Voilà. Bon, tout ça va passer en ligne sous peu, donc tu vas sans doute te faire beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. Et moi aussi. Mais bon. Alors peut-être, à moins que tu veuilles dire une seconde un mot là-dessus, parce que on est obligé de bousculer un peu. Ouais. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, c'est pour dire, ça c'est un autre truc. L'esquisse, elle s'est faite en une demi-journée. Le programme était très clair. Il y avait la partie à gauche qui est un pôle sportif, la partie à droite qui est le pôle associatif, sur l'image du bas. Au milieu, on a fait un patio. On a mis les toits en pente pour que l'eau aille dans le patio, parce que c'est un bassin. Bref, c'était ça l'idée du projet. Qu'on voit ici, ouais, alors j'ai pas fait d'image, j'aurais pu faire cette image sur le chantier, mais bon, c'était encore un peu en chantier. J'ai du mal à vérifier si c'était exactement conforme, hein. Je me suis posé des questions, je me suis même demandé si vous n'aviez pas retourné la figure. Vous l'avez retourné, non? Non, on l'a pas retourné. Non? Ça, c'est pas dans l'autre sens, de l'autre côté? Non, mais en fait, on voit évidemment pas sur ces dessins, mais l'élévation qui est en bas, l'élévation sud, là. Pas tout en bas, mais juste au-dessus. En bas à droite, non, ça c'est les élévations, voilà, par ici, celle-ci. Ouais. Voilà, celle-ci, elle fonctionne avec l'image, avec la photographie qu'on voit sur l'autre planche. Bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est ce détail-là que j'ai trouvé assez curieux. Enfin, curieux. Alors évidemment, il y a le mystère là. Bien. Voilà. C'est ça. Ça, c'est une terrasse protégée. Oui, c'est ça. C'est la terrasse des salles associatives qu'on voit à gauche. Ça fonctionne en deux temps. Si on faisait passer Edith Akiki ici, est-ce qu'elle dirait que ton affaire là est conforme? Quelle est l'exposition? Sud. Donc, en fait, à mi-saison, là, par exemple, à mi-saison. Là, on a presque passé à la mi-saison, ouais. À mi-saison, pas trop de soleil direct, là, non? Je me posais. Alors, normalement... Ça a été réglé, cette affaire? Alors, c'est un... Donc, le soleil au sud, il est bas en hiver et haut en été. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de le faire rentrer en hiver et de l'arrêter en été. Et le caillebotis qu'on a mis en place, il a ses ailes qui sont inclinées et on les a mis inclinées vers la façade parce qu'elles sont inclinées à 45 degrés. En fait, ça n'existe pas les caillebotis dont on peut choisir l'inclinaison des ailes en fonction du soleil. Mais donc on a mis 45 degrés, alors ça ne va pas marcher tout à fait aussi bien que si c'était fait sur mesure. Mais normalement, quand le soleil va être plus haut, il va être arrêté par ce dispositif, alors que le reste du temps... Effectivement, à mi-saison, c'est presque là où il passe le plus. Donc c'est pas tout à fait logique, il devrait passer plus en hiver. Mais ça a été simulé? Ça simulé avec une coupe, tout simplement. Avec une coupe, pas avec des engins de... Non, pas avec des engins. Et alors, il y a un autre niveau, je trouve que ce détail-là est intéressant aussi. Il a un côté... je trouve assez représentatif de votre manière peut-être de faire, j'en sais rien, mais... On a l'impression qu'il y a une forme de décomposition des éléments, pourtant soigneusement agencée. Je parle de manière complètement empirique. Ah, mais pas moyen d'avoir cette flèche. C'est-à-dire d'une part, ici on a le volume qu'on raconte bien en dessous, là par exemple, sur la façade. Et d'autre part, on a d'autre part le plan vitré qui se retourne impeccablement au même nu, semble-t-il, que le volume béton qui le surmonte. Et on a la menuiserie. Ah, mais c'est pas possible, je perds à nouveau le truc. La menuiserie, c'est une menuiserie aluminium? Oui. Bon. La menuiserie alu, est-ce qu'elle est au même nu elle-même? On a presque l'impression qu'elle passe derrière le verre. Non, je me trompe. Non. Elle passe devant, c'est un capot. C'est un capot. Et après, il y a la marquise, tu vois, auvent marquise, il fonctionne en deux temps. Il y a un contraste retardé, comme aurait dit Philippe Louguet, qui était mon enseignant à Lille, à une certaine époque. C'est-à-dire, il y a un premier plan ici
qui dit je masque complètement et aussi je protège totalement si je sors dehors pour fumer par exemple sous la pluie, ce n'est que c'est quand même pas très profond. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison? Oui, Parce oui. que tu es fumeur. C'est ça. C'est Moi, égoïste. je pense toujours aux fumeurs. Donc, dans les Mais projets. c'est pas très profond en même temps. C'est pas très profond, mais enfin, si tu es collé à la façade, ça suffit. Ah oui, donc il y a une dimension aussi peut-être un peu, il y a une sorte de mise en jeu du corps peut-être, collé à la façade. Et après, il y a quelque chose qui est... Donc il y a un tiers, c'est un tiers. Ce que j'aime bien, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que ceci, ça fonctionne un peu comme un rabattement en fait. On a l'impression ici tout au moins sur cet angle, que c'est le plan de la façade qui, un troisième pan, béton, verre, métal, c'est du métal ça? Ça, c'est du métal, ouais, c'est une tôle au-dessus du Qui se serait caillebotis. retourné à 90 degrés et qui ensuite est prolongé par cette chose étrange du caillebotis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les étudiants, parce que maintenant, j'arrête. Les étudiants. Alors, juste une précision. C'est effectivement, l'idée, c'était aussi de fabriquer, de travailler un peu des masses comme ça. Mais pour autant, c'est pas du béton, c'est un bâtiment en bois avec avec une isolation très bon marché et cheap. Hein, donc c'est écologique, oui, parce que c'est un enduit sur de la laine de bois. Ah. Ouais. Et puis, bon, je vais juste dire un mot sur les hauts jours des salles de sport, là, qu'on voit en bas à gauche. Enfin, on en voit un tout petit détail pour faire une jolie photo. Donc Est-ce que c'est bien? C'est là? Non, en Non. dessous, en dessous. Non, oui, mais ça, c'est là? Non, pas du Non, tout. pas du tout, c'est de l'autre côté. En fait, c'est sur la au-dessus, salle c'est de les dojo. salles. Là, ce qu'on voit au-dessus, c'est la salle associative, la Ouais, grande ouais. salle pour faire des mariages et des communions. Donc ça, c'est le dojo. Et ça, c'est le dojo. Et il y a un dojo judo et un karaté. Et dans ces, voilà, c'est le vitrage bronze qu'on voit sur la Perse, là. Voilà, ça. Donc, bon, c'est plus tout à fait comme ça, parce qu'il n'y en a plus que la moitié, bref. Mais ce vitrage bronze, c'est la surprise, c'est l'effet que ça produit, parce que, en fait, bon, il monte au-dessus de l'épaisseur du complexe de toiture, le vitrage monte jusqu'à l'acrotère, donc la lumière traverse le vitrage, se réfléchit sur cette partie qui est en plâtre, hein, et puis se réfléchit à nouveau sur la face intérieure du vitrage et fabrique cette espèce de bord doré comme ça, et ça, alors là, ça c'est la surprise, Oui. quoi, et ça c'est la bonne surprise à l'arrivée, c'est très marrant, c'est très chouette. Le reflet, j'ai pas bien compris. C'est l'ébrasement qui produit le reflet, là? Ici, c'est le tableau, là? C'est ça? Non? Alors, tu vois, en partie supérieure, il y a, si on imagine la coupe, le plafond en plâtre, il est comme ça, et puis la vitre est là devant. Donc, la lumière, elle se projette une fois là, puis D'accord. de nouveau sur la vitre, et c'est ce qui fait ce contour doré. Là. D'accord. Ouais. Ce contour doré. Vous voulez réagir? Non. On a vu un lien avec du coup, le projet qu'on a vu précédemment. Je repasse. Ouais. Et on peut voilà, Celui-là. celui-ci. Ouais. Et du coup, on aimerait faire un lien avec l'enseignement, puisque donc nous, on est venu assister à quelques séances de cours et on est tombé le jour où en gros, on évidait possiblement le bâtiment et on y replaçait un programme. Oui. Et du coup, les visuels qui étaient présentés, c'était des axonométries sous cette forme, avec l'ensemble des programmes. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre votre pratique du métier et l'enseignement? Alors, je ne sais pas, parce que les visuels en projet, là, à l'école, c'est pas moi qui les ai produits. Donc, il se trouve que c'est aussi des axonométries, mais c'est peut-être simplement parce que ça permet de montrer, c'est peut-être la meilleure représentation d'un bâtiment qui comprend beaucoup de niveaux, quoi. Même si on en a aussi parlé en cours, par moments ça ne permet pas de tout expliquer, donc ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, ou alors il faudrait que ce soit beaucoup plus grand comme dessin, plus lisible.
Sur la question de la relation entre le travail d'agence et le travail d'enseignement, il y a une relation, mais elle n'est pas du tout, comment dire, je fais pas du tout la même chose dans mon agence et dans l'école, précisément parce que ça m'intéresse pas du tout. L'école, c'est justement une ère de liberté un peu, et donc je pense que c'est bien de pouvoir expérimenter d'autres choses, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de faire du projet, qui peut-être qu'on pourrait les expérimenter dans la vraie vie, enfin dans la vie de l'agence, mais en tout cas c'est pas ce qu'on fait. Alors peut-être que c'est un manque de conviction, je sais pas, de manière de lutter, ou en tout cas, bon, voilà, on fait pas exactement le même travail, on n'aborde pas exactement les questions de la même manière. Après, il y a des choses évidemment qui sont quand même communes sur je pense la question des usages, par exemple, quoi, où on essaye d'être assez attentif à ça dans nos projets, dans les projets qu'on produit, aussi bien que dans l'enseignement ici à l'école, qui pour moi, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Le bâtiment qui a servi à faire les piscines, les usages précédents du coup du bâtiment, qu'est-ce que c'était ? Le bâtiment qui a servi à faire des piscines, ça veut dire... Enfin, voilà. C'est-à-dire que ça a été une réhabilitation d'un bâtiment, au final. C'était déjà des piscines. C'est l'établissement de bains municipaux de Strasbourg. En fait, ça a été construit à l'époque où Strasbourg appartenait à nos amis allemands, donc c'est-à-dire entre 1871 et 1918. Et dans cette période, l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, le gouvernement allemand de l'époque a beaucoup investi sur ces territoires annexés pour montrer comme c'était beaucoup mieux d'être allemand que d'être français. Et donc, par exemple, à Strasbourg, ils ont construit sur une période donc de 50 ans un quartier qui s'appelle la Neustadt, mais qui est la nouvelle ville, et qui n'est pas seulement un quartier, en fait, la ville a doublé de surface en 50 ans. Donc c'est énorme. Et c'est à peu près, enfin c'est un des rares exemples d'opérations urbaines de cette ampleur qui soit réussie, quoi. Voilà. Et dans cette nouvelle ville, ils ont construit évidemment essentiellement du logement, etc. Mais il y a aussi l'université, le palais du Kaiser, la bibliothèque, le théâtre, enfin des équipements comme ça emblématiques, et les bains, puisque les bains à cette époque, ça correspondait aussi à une politique hygiéniste où l'Allemagne était un petit peu en avance aussi là-dessus. Et ils ont réalisé des établissements de ce genre à Strasbourg, à Colmar et à Mulhouse. Et dans le même temps, ils en ont construit beaucoup en Allemagne. Il y a beaucoup d'exemples en Allemagne qui sont et c'est toujours des bâtiments très beaux, très réussis, quoi. Zukunft und Sauberkeit. C'est possible. L'avenir et la propreté. Alors vous vouliez dire quelque chose ? Non, je voulais juste, c'est-à-dire que, nous on a suivi un petit peu votre correction, mais c'est vrai que pour les autres, ils savent pas forcément ce que vous faites en. C'est ça. En fait, on est là. C'est ça. On est là, exactement. C'est ça le terrain. Alors tu as juste tellement Borel que tu vas en faire deux, en fait, c'est ça, non ? En tout cas, on veut lui faire un salut fraternel depuis l'autre rive. Donc oui, c'est une proposition un peu humoristique en même temps de dire pourquoi cette proposition, ça part de l'idée de travailler sur un bâtiment qu'on pratique. C'est-à-dire
quand on fait un projet de... C'est Colas, à propos de la maison de Bordeaux, dans un petit entretien, qui raconte ça. Il dit, quand on est architecte, le seul programme qu'on connaisse, c'est la maison, justement, parce que c'est le seul qu'on a expérimenté nous-mêmes, quoi. Après, quand on fait un hôpital, un aéroport, un truc, on n'y connaît rien, en fait, quoi. Donc, nous, on s'y connaît en école d'architecture, puisque vous y passez la majorité de votre temps. Donc, c'était ça l'idée, c'est de regarder comment ça marche, ce bâtiment, et comment ça marche par rapport à vos usages, à vos attentes, non seulement les vôtres, mais aussi ceux de tous vos collègues, là, toute la population étudiante, par le biais d'une enquête un peu dans l'école. Et dis-moi au passage, vous n'avez pas du tout fait de travail rétrospectif sur les travaux qui avaient été entrepris antérieurement à cela. Je pense au travail qu'on a fait avec Michel Pasquier. On en a parlé. Rez-de-chaussée, là on aurait pu venir vous en parler. C'est vrai. Et je pense aussi au travail qu'a fait Romain Rousseau, mais tu étais peut-être déjà avec lui à cette époque. Ouais. Vous aviez travaillé également sur le rez-de-chaussée. C'est ça. On avait travaillé sur toute l'école. On avait proposé une extension de l'école à l'époque. Et effectivement, on avait davantage... à l'époque, on était plus vraiment sur l'école, on a travaillé plus longtemps sur l'enquête. Ici, l'idée, c'était que ça aille assez vite. Une partie enquête, une partie de proposition de réemploi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce bâtiment, à part une école d'architecture. Un studio de tournage, non ? On peut faire des tas de trucs. D'ailleurs, on a 5 propositions différentes qui montrent que pas mal de choses sont possibles et pas mal de choses seraient peut-être plus adaptées. Notamment tous les programmes qui nécessitent des locaux découpés, cloisonnés. Donc ceux-là, ils se rangent très bien là-dedans. Et évidemment, les propositions, elles s'appuient aussi sur le contexte, c'est-à-dire on est sur le campus d'Hydro, il y a 40 000 étudiants, quels sont les éléments de programme qui pourraient venir compléter l'équipement du campus, voilà. Oui, là-bas, Victoria. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais qui, moi, m'a un peu marqué quand on a commencé le semestre. C'est avant même le premier cours, vous nous avez envoyé une série de textes à étudier, ce qui est assez rare, je trouve, de commencer comme ça. Notamment L'archipel sans fin et la troisième île de Luca Merlini. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Peut-être que vous pourriez commenter le fait d'avoir commencé par ça. Ouais, ça c'était une manière de commencer à réfléchir à la question, donc de proposer comme ça quelques lectures. En effet, il y a Merlini, il y a aussi un bouquin qui parle un peu de l'histoire des écoles d'architecture en France depuis les années 60. Qui s'appelle c'est une bonne question. Un architecte ou un historien d'architecture? Non, c'est des textes c'est un recueil de textes. Sur les bâtiments? Oui. Ouais, j'y avais contribué. Il y a une fiche par bâtiment, non? Enfin, de quelques pages. C'est plutôt des articles. Donc il y a des articles sur effectivement les générations d'écoles. Voilà, ça c'était pour commencer à réfléchir à la question, qu'est-ce que c'est une école, comment ça peut être, etc. Et les textes de Luca Merlini, c'est parce que d'abord c'est quelqu'un que j'aime bien, parce que je le connais un peu, j'ai travaillé avec lui à Strasbourg à l'époque. C'est un architecte qui est un conteur, c'est un écrivain aussi, quoi. Et donc il y a toujours un côté très poétique dans ses propositions. Et les projets sont comme des histoires. Et donc là, c'est pareil, il y a 2 projets d'école dans les textes que je vous avais donnés. Là.
une école élémentaire et puis une école d'architecture, et qui sont racontés avec des croquis sur... et les croquis ne décrivent pas tellement une architecture ou des espaces, etc., mais vraiment l'idée d'une histoire, quoi, de qu'est-ce que peut raconter un bâtiment. Voilà. Donc, et le deuxième? Donc l'archipel sans fin, ça c'est voilà, ça c'est l'école d'architecture, avec un certain nombre de séquences dans le bâtiment qui racontent... C'est Victoria qui doit parler de ça. Oui, oui. Ou Camille, ou Sophie. Si je me souviens bien, il parle de l'école comme un carnet de notes, en fait, et un espèce d'incubateur avec toutes les maquettes, voilà, plus qu'une école. Et il y a l'autre aussi, qui est une école primaire. Dans l'autre, il dit qu'il fait ce projet en sachant qu'il ne va pas gagner le concours, mais que ce qui est important pour lui, c'est de construire une idée plus qu'un bâtiment. Et non, c'est sur la clé USB, il y a un deuxième, projet. Deuxième PDF. Et qu'il raconte que c'est un bel endroit sur lequel il veut construire, et que les seuls édifices qui apparaissent comme des tours, c'est des tours, des commerces et des bureaux, je crois, et des églises, voilà, qui représentent donc la religion, le commerce et le travail. Et il dit, moi je voudrais un bâtiment qui s'élève, qui représente la démocratie, et ça, ce serait donc une école. On croit reconnaître la petite maison Lemoine de M. Remcolas lui-même, à gauche, non? Oui, c'est vrai. Avec ses trous et ses quilles. Ok. On poursuit. Super, merci beaucoup. J'ai le droit d'emprunter ces images ou elles sont dans le domaine public? Je fais éjecter et j'y reviens. Voilà. Là, je vais passer parce que sinon on ne va pas y arriver. Trop bavard. Non, mais c'est super. À part, je veux dire. Production. Alors en fait, production, ah oui, micro, excusez-moi. Faudrait une perche micro, non? Un truc rétractable. Peut-être inventer quelque chose, Jean-Pierre. Tu pourrais, pour la fois prochaine? C'est le jour et la nuit maintenant, parce qu'on travaille en bonne intelligence. Production. Alors, on ne va pas pouvoir revenir sur tout ce qu'on s'était dit là, il y a un an, mais il y a quand même des choses qui me semblent vraiment super importantes et intéressantes. Alors, je me suis permis de griffonner. C'est très difficile d'écrire à l'écran sur PowerPoint avec un stylet. On a l'impression de retrouver une écriture d'enfant, comme quand on jouait sur les télécrans. Les télécrans étaient ressortis. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. La structure s'appelle... Alors, je ne sais pas comment il faut prononcer. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Dominique, tu te tais. Urbane, étoile, rouge. Kultur, architecte. Et après, en sigle, ça donne Yuka, Yuki. Alors, Yuki, ça pourrait faire British, peut-être. Urbane, j'ai été voir très attentivement sur Internet parce que je connais quand même assez bien certaines langues européennes et finalement, ça ressemble à des choses très très bizarres. C'est-à-dire, le plus proche que j'ai trouvé, c'est en italien, féminin pluriel. Una donna urbana, donne urbane. Urbane, pluriel, féminin pluriel. D'accord. Kultur, ça ressemble à l'allemand. C'est du féminin singulier. Parce que si c'était du pluriel, ce serait Kulturen. Donc,
un féminin pluriel en italien associé à un féminin singulier en allemand. Et enfin, il y a l'étoile rouge. L'étoile rouge, dans l'histoire de la modernité, ça fait immédiatement penser au Che Guevara. Enfin, là, c'est peut-être un lexique guerriero, quelque part. Donc, est-ce que tu peux t'expliquer, s'il te plaît, Dominique, avec précision, sur ce bazar-là? Encore un medley. Je peux essayer. Alors, l'étoile rouge, oui, bah, c'est ça, hein, c'est une étoile rouge. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. C'était pour faire une ponctuation entre urbain et culture, et on trouvait que c'était mieux que de mettre un point, quoi. Enfin, un point, ça pourrait être un point aussi. Kultur, ouais, c'est de l'allemand, ça c'est vrai. Ça c'est parce qu'on est à côté de la frontière, quoi, comme dirait l'autre. L'alsacien, on dit Kultur aussi? En fait, moi je parle ni allemand ni alsacien, donc je sais pas trop. Et urban, en fait, c'est de l'anglais. En anglais, c'est sans E. Eh ben non, ça existe avec un E en anglais, et ça veut dire courtois. Enfin, c'est l'idée de la courtoisie, bon, ce qui est la même chose ce qui est la même idée que l'urbanité, mais enfin, c'est pas exactement la même. Mais donc, pourquoi on s'appelle comme ça? Ça, c'est une drôle d'idée, hein. D'ailleurs, si on devait si on devait recommencer, peut-être on choisirait un nom plus court, hein, parce que c'est pénible à écrire dans les adresses mail. Il faut toujours l'épeler au téléphone parce que les gens ne savent pas comment ça s'écrit, etc. Donc, c'est pas une super bonne idée. Bon, ça vient du fait que, en fait, les deux associés avec qui on a monté cette boîte à l'époque, on faisait tous les trois partie de l'équipe d'Architecture Studio, et on avait travaillé 4 ans sur le chantier du Parlement européen à Strasbourg. Donc on baignait dans une espèce de culture européenne, et on s'est dit, ben, on va faire un nom qui ait une résonance européenne, avec la moitié en anglais, la moitié en allemand, et puis nous on est basé en France. Et puis bon, c'était une plaisanterie, c'était pour dire que notre ambition c'était de rayonner au moins sur l'Europe, quoi. Tout ceci avec une étoile, quand même. Tout ceci avec une étoile, ouais. Et alors, bon, je reviens, l'année dernière, tu m'avais reçu là, comme ça. C'est ça. C'est tout de suite moins brillant, hein, que le logo. Mais... Bah, en même temps, ça raconte vraiment une inscription particulière dans la ville. Ça peut sembler... Là, on a l'impression qu'on est dans un champ, enfin, pas loin d'un champ de patates, à 50 bornes de toute région habitée, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité, puisqu'on est dans une sorte de faubourg intérieur. Enfin, c'est une sorte de faubourg au cœur de l'agglomération, quoi. C'est assez étrange. Mais surtout dans un territoire qui était anciennement industriel, qui l'est encore en partie, et au milieu duquel vous aimez être. Sans parler du bâtiment lui-même, alors le caractère avenant, courtois, urbain, urban, tout à fait avenant du personnage. Mais aussi cette architecture-là, c'est une architecture qui sent son époque, années 50 peut-être, 50-60, ouais. Y compris des portes clarites, par exemple, oui. Avec, vous voyez, ces portes quasiment sans ferrure, quoi, si on peut dire, limitées au strict, qui sont belles, mais évidemment qui sont très poreuses au courant d'air, tout ce qu'on veut, comme on les aime, et qui, d'ailleurs, en vert bronze, enfin, ou teinté. Ouais, fumé, ouais. Fumé, ouais. Et aussi les poignées, quand même. Bon, tout ça est choisi avec beaucoup de... Tout ça était là. Tout ça était là, oui, mais choisi. Là, ouais. Oui, ouais. Bon, passons. Alors après, en fait, je reviens quand même là-dessus, sur le manifeste. C'est-à-dire, quand on va sur le site de l'agence Urban Kultur, étoile, ou Urban Étoile Kultur, on trouve ceci. Et alors là, ceci, l'année dernière, on en avait fait un dépotage assez précis. Je suis quand même très tenté de le refaire très rapidement. On ne va pas lire tout, d'ailleurs, tout n'est peut-être pas forcément lisible comme ça, mais il y a un premier paragraphe, aussi je le lis quand même vite. Notre travail se fonde sur une prise en compte scrupuleuse de la nature et du programme de chaque opération, ainsi que sur une lecture précise des spécificités contextuelles de chaque site. C'est à partir du croisement de ces données que se développe le concept ou partie architecturale du projet qui garantit son unité, sa lisibilité, sa pertinence. En un mot, pragmatisme, j'y reviendrai peut-être un peu après. Juste un point de légende, en rouge,
j'ai indiqué des mots qui me semblent relever dans une certaine forme d'objectivation, et en bleu, des mots qui reviendraient à une certaine forme de subjectivité ou de subjectivation. C'est tout à fait contestable. Mais enfin, quand on parle par exemple de lisibilité, de pertinence, on est vraiment dans la subjectivation. Tandis que quand on parle de programme, il y a voilà. L'optimisation du fonctionnement, la clarté de l'organisation spatiale, la simplicité formelle, le choix de solutions constructives simples et durables, le souci du détail et de la bonne exécution sont nos priorités. En un mot, rationalité, point d'interrogation. Un bâtiment n'est pas un objet. Je ne sais pas si c'est en gras, mais c'est moi qui l'ai mis en gras. Sa réussite ne dépend pas tant de son design que de sa capacité à établir des rapports, à s'inscrire dans le processus de fabrication, de stratification de la ville. Le projet architectural doit être urbain, voilà on retrouve urban, c'est-à-dire courtois, vis-à-vis des éléments, naturels ou construits, qui l'entourent. Cet objectif n'implique pas le mimétisme, au contraire. En un mot, voilà, urbanité peut-être. Pour être partagée, l'architecture doit parler le langage de son époque, prendre en compte la problématique du monde contemporain, au premier rang desquels figure la question environnementale. Le projet cherche aussi à être ouvert, à proposer de l'espace capable d'abriter une diversité d'usages dont seule une partie est connue au moment de la conception. Les constructions n'échappent pas à l'instabilité croissante qui caractérise le contemporain. Évolution technologique ultra rapide, mutations socio-économiques et politiques, pratiques participatives, open source définissent un environnement dans lequel la vitesse des flux a remplacé les certitudes de l'époque moderne. En un mot, contemporanéité, ou finalement sous le prisme c'est un néologisme, d'une fluabilité, d'une expression des flux, point d'interrogation. L'attention, je poursuis, portée aux trames et systèmes constructifs, au réseau, à la conception des façades, on en a parlé tout à l'heure un peu des réseaux, pose les bases d'un principe d'indétermination qui permet souplesse, modularité, évolutivité. Donc cette contemporanéité inscrirait ce qu'on pourrait appeler un principe d'indétermination. D'ailleurs, le mot d'indétermination apparaît ici. Ces objectifs sont servis par notre attachement à la qualité du dessin. On y revient. Notre outil de conception privilégié. Voilà. Alors, sachez aussi autre chose. On va y revenir tout de suite. Qu'il y a un poste à pourvoir. Ça figure juste en dessous. Donc, précipitez-vous. Que le meilleur gagne. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors... Est-ce que tu es d'accord sur ce dépotage un peu? Enfin, je veux dire, là, par exemple, à pragmatisme, tout de suite, je pense à ça. Moi. Tu ne l'as peut-être pas lu, hein, mais non. Ce serait bien que tu le lises là. D'accord. Pendant que je t'en parle. Le pragmatisme, c'est l'autre école de Chicago. Il y a une école de Chicago architecturale, 19e, et puis il y a une école légèrement postérieure de sociologie. Et vraiment, c'est la sociologie qu'on affectionne peut-être plus que d'autres. William James et John Dewey. Dewey, c'est D-E-W-E-Y, celui qui a fait la nomenclature pour les bibliothèques, etc. C'est à lui qu'on la doit. L'ensemble de nos connaissances a pour fin l'action, et d'abord l'action qui sert les intérêts de conservation de l'individu. Les souvenirs, les concepts, les raisonnements sont ainsi des instruments téléologiques, des moyens en relation avec leur fin, permettant d'augmenter les chances de survie de l'individu en augmentant la compréhension et donc le contrôle qu'il a de son environnement. Si j'avais le temps et le droit, mais est-ce que j'ai le temps? Pas sûr. Je vous aurais bien dit une page et demie de James en complément, mais pas le temps nécessairement. Donc frustrant. Je te l'enverrai. Et alors après, peut-être c'est de ce fait c'est un peu obscur, hein, la relation pragmatisme. Enfin, je veux dire, moi je vois très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire, on pourrait dire, ce que je trouve intéressant dans l'histoire du pragmatisme, c'est qu'il n'y a pas de concept s'il n'est pas, lié à une possibilité d'être vérifié dans le réel. Pas de concept pour le concept, pas d'abstraction pour l'abstraction. Il est nécessaire de produire du concept pour avoir des guides, mais le concept, il est toujours en voie d'être invalidé si finalement la réalité ne suit pas. Pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui savent produire du concept, peut-être comme Merlini justement, qui n'a pas besoin de se traduire dans la réalité pour avoir une vraie existence, quoi. Oui, mais là on parle de votre production. Oui, d'accord, ouais. Dans le cas de notre production, c'est clair que on est pragmatique, ouais. Je crois bien, ouais. Je crois que c'est pragmatiste, d'accord. C'est plus fort que pragmatique, parce que pragmatique c'est juste un qualificatif qui peut être un peu large. Le pragmatique c'est vraiment... Je comprends.
Ouais, c'est toujours très difficile de savoir qu'est-ce qu'on est en fait. Hein. C'est pour ça que c'est bien de venir ici, parce que ça nous aide à comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est pas mal. Mais enfin, pour moi, cette explication de texte, elle est assez juste, quoi. Elle va à l'essentiel. D'ailleurs, quand on résume en un mot, c'est ça l'idée. Je pense que ça nous correspond assez bien, ouais. Rationalité. Moi, j'aime bien cette idée de la rationalité qu'on peut décrire en plusieurs éléments. En fait. Il y a presque deux histoires de la rationalité. Alors, j'avais noté ça. Le rationalisme en architecture comme le langage de la raison, ratio-raison, en tant qu'il est opposé aux traditions archaïques et aux affects, qui se situent dans la lignée des Lumières, forme géométrique, proportion idéale des néoclassiques à la suite de Descartes. Parallèlement, la raison et les formes naturelles sont intrinsèquement liées. Jean-Nou, je ne sais jamais ses prénoms, Durand, enfin disons Jean-Nou et Nicolas, je ne sais pas quoi, Louis Durand, et Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, c'est là où il revient, et là j'ai rajouté aujourd'hui, pour les raisons qu'on sait, l'architecture comme un fait idéal, non comme un fait idéal, mais comme une approche constructive rationnelle, définie par les matériaux et les besoins de la structure. Labrouste, Perret. Donc Labrouste en haut à droite, après on parlera de Rossi. Mais là j'ai mis ce projet non réalisé, sinon on le saurait, de restauration. C'est intéressant, c'est restauration. C'est un projet de restauration. Vous voyez, on est en 2019, pardon. En 1841, un projet de restauration de Notre-Dame de Paris. Vous voyez un truc tout à fait étrange. C'est magnifique, hein. 3 flèches. Pas une, mais 3. C'est la différence entre Viollet-le-Duc et puis la restauration qui va avoir lieu maintenant. C'est que il n'y avait pas d'ABF à l'époque, il n'y avait pas de monument historique, ça n'existait pas, donc on pouvait faire des monuments hystériques. Et ça, c'est quand même fantastique, moi, je trouve. Un monument hystérique. Tu devrais écrire un truc, là. Hier, Ricciotti, on peut dire ce qu'on veut de Ricciotti, mais hier, il a parlé sur France Q aussi, à la grande table. Je vous conseille également en podcast. Alors après, il a dérapé comme il en est coutumier sur des trucs horribles qui sont pas dissibles, surtout à Paris-Val de Seine, quand on sait ce qui s'y passe dans certaines situations. Très en dessous de la ceinture, stupide. Mais au début, il était bon. Et quand il a parlé de précisément la problématique de restauration, etc., il a dit « je ne sais pas en fait, c'est ouvert ». Enfin, pensons que la chose est ouverte. Il n'est pas le seul à le dire. Hein. Il y a un débat. Enfin, peut-être que le débat aura lieu. Bien sûr. Vraiment. Mais... C'est-à-dire, ouais, toute cette charpente que personne ne verra jamais, on pourrait la faire en fermette. Hein. Ça ne changerait pas beaucoup la perception du bâtiment. C'est une question, hein, c'est une question. À Strasbourg, il y a un bâtiment qui s'appelle l'Ancienne Douane, qui est le long de la rivière, qui était, comme son nom l'indique, l'Ancienne Douane, qui a été bombardé pendant la guerre. Il a été reconstruit dans les années 60 à l'identique, visuellement. Mais par exemple, la charpente est en béton. Oui. Donc, je sais pas, moi j'ai pas tellement d'avis sur ces questions, si ce n'est que ce qui me paraît sans doute passionnant, c'est la charpente en tant que chef-d'œuvre de charpenterie. Ça, voilà, je pense que ça c'est super intéressant parce que pour les, je sais pas, 20, 30 prochaines années, je sais pas combien de temps va prendre ce chantier. C'est un terrain d'expérimentation pour des compagnons charpentiers qui est splendide. Enfin, et puis l'idée qu'ensuite on le referme et qu'on ne le voit plus, je trouve ça encore plus intéressant. Mais bien sûr, c'est un coffre, un secret, plénum. De toute façon, c'est le lieu de tous les fantasmes d'aller là-dedans. Moi, ça m'est arrivé une fois à Amiens, parce qu'on avait un directeur à Lille, Jean-Marc Zoretti, qui avait été ABF à Amiens. On a eu cette chance d'aller voir là. Oh, c'est incroyable d'être là-dedans. Bien sûr. Et il y a une église dans laquelle récemment détruite par incendie, enfin récemment dans le demi-siècle dernier, dont la charpente était construite en béton et qui pose des problèmes. Une cathédrale. Je me souviens plus laquelle. Tout d'un coup. Oui, c'est pas la même masse. C'est Reims. C'est pas la même masse aussi, ça c'est sûr. La cathédrale de Strasbourg, par exemple, elle est. C'est quoi la charpente de Strasbourg? C'est bois toujours? C'est bois sûrement, mais... Donc Strasbourg, c'est entre 12e et 14e. Je veux dire, elle a survécu. Ah oui. Et surtout, les fondations de Strasbourg, c'est des pieux en chêne.
Et Strasbourg, la nappe phréatique est à 1 mètre, quoi. Donc c'est des puits en chêne qui sont dans l'eau, donc depuis 1000 ans, qui se conservent très bien dans l'eau, hein, donc il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, dans le début du XXe, ils avaient repéré des problèmes de stabilité, etc., puisqu'elle est asymétrique, il y a une flèche et puis de l'autre côté il n'y en a pas, etc. Donc bon, bref. Donc il y a eu des injections de béton et en fait ils ont arrêté assez vite parce que les injections de béton ont déséquilibré l'édifice. C'était pire que mieux. Alors bon, je suis obligé je parlais d'urbanité, évidemment, on pense au plan de Nolly de Rome. Parce que je crois que c'est vraiment quand même là aussi que s'écrit une certaine histoire de l'urbanité, entre guillemets, tout au moins dans notre lecture contemporaine. Espace public intérieur, espace public extérieur, etc. On fait une sorte de continuité comme ça. Ici, c'est pas pour eux, là, tout de suite, pour l'instant, avec l'expo qui est dans notre dos, mais justement, c'est à ça que je faisais allusion. Et peut-être, alors, sur la question de l'indétermination des flux, j'en viens à ça aussi, évidemment. On connaît certaines affections qu'on peut avoir, je les assume complètement, personnellement, pour les lacs à thon Vassal, enfin, pas eux personnellement, mais ce qu'ils ont fait, en particulier le bâtiment de Nantes. Mais je suis revenu sur ces 4 qualifications qui apparaissent dans le programme synthétique, en amont de la commande, en amont de la désignation de la maîtrise d'œuvre, dans la commande passée à Nantes, où apparaissent 4 notions qui sont élasticité, flexibilité, évolutivité et enfin neutralité, qui désignent en creux assez clairement que potentiellement ça pourrait bien être les lacs à thon Vassal, que ça les arrangerait bien qu'ils arrivent comme lauréats de ce concours. Bon, ce document-là, c'est un document qui a complété le document du programmiste, mais qui a été rédigé en interne par l'équipe nantaise, le directeur d'alors Philippe Bataille, et aussi quelques enseignants autour de lui, dont Hervé Bagot, par exemple, qui est un peu le poisson pilote de l'affaire. Et je trouve que ça fait assez bien écho à ce que vous racontez sur l'indétermination et les flux. Ce serait bien que tu nous l'envoies, en tout cas pour notre programme d'école d'architecture. Avec plaisir. C'est là pour circuler. Bon. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un portrait chinois, là, ou je sais pas comment on dit. Là. Bon, je passe. Après itération, bon, là je passe parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est le passage par Architecture Studio au Parlement européen. On peut penser ce qu'on veut de cette architecture, mais la formation, disons, technique est indéniable en tous les cas. Oui. Bon. Et ça, c'est peut-être plus caractéristique des couleurs. C'est ça que tu me dirais, hein, parce que là, on voit bien des travaux d'esquisse, et puis surtout, elles sont là. Ça, dis donc, tu devais venir avec un objet, il me semble, Dominique. Ben, oui, je considérais que c'était celui-là. Mais du coup, je me suis dit, bon, il y a plusieurs objets, quoi. Plusieurs objets. Ça et ça, quoi, disons. D'accord. 2 kits. Une installation pour notre cadreur. D'accord. Donc quand même, tu fais la part quand même de ceci aussi. Oui, j'ai pas trop le choix. Hein. Je suis sur les jours ouvrés, je suis maintenant plus ici qu'à Strasbourg. Donc est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est seulement une question de temps? C'est pas aussi une question de méthode, de travail, non? D'interface? C'est de famille d'outils, ouais. Oui, bah, je sais pas, de toute façon, c'est des outils ça n'a rien d'exceptionnel, c'est un peu les outils de tout le monde, non? En tout cas, ceux-là, je sais pas. Ce croisement-là, pas tout le monde, je dirais. Ouais, voilà. Donc, ben, ouais, pour moi, pour nous, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas avec les jeunes architectes qui arrivent à l'agence, qui ne travaillent pas forcément comme ça, mais donc on les torture un peu pour qu'ils apprennent à travailler comme ça. Et finalement, assez vite, ils comprennent l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite de dessiner comme ça que de dessiner dans la machine. Il y a beaucoup plus d'informations qui sont transmises de manière assez claire quand même. Donc, par exemple, quand on fait les phases d'exé, enfin, au moment des DCE, quand on produit des détails pour joindre au DCE, on saisit ensuite les détails
on commence par les dessiner à la main comme ça, puis ça permet de les envoyer à l'économiste pour qu'il fasse son travail. Et puis pendant que lui, il écrit le détail, nous, on le dessine dans la machine. Mais souvent, quand même, le dessin est plus compréhensible quand il est comme ça qu'une fois qu'il est arrivé dans la machine. Ça tient au fait que à la main, malgré tout, on ne peut jamais tout dessiner, on est obligé de faire une hiérarchie des choses. Quand on grattait des plans avec des stylos, on ne pouvait pas aller au-delà de l'échelle à laquelle on dessinait. C'était matériellement pas possible. On ne pouvait pas mettre plus de détails sur un 50e que ce qu'on était capable de dessiner qu'un stylo. Aujourd'hui, comme on dessine à l'échelle 1, on peut rajouter des informations que, une fois que le truc est imprimé, de toute façon, c'est illisible. Donc, d'ailleurs, on le voit un petit peu, on le voit un peu sur ces choses. Bon. Là, ça devient lisible parce que c'est annoté, mais... Voilà. C'est la notation qui met l'accent, le point sur, c'est ça que tu veux dire, dans l'occurrence. Oui. Par exemple, je ne sais pas, si vous regardez les dessins de Glenn Murcutt, en fait, tout le descriptif du bâtiment est sur le plan directement. Il n'y a besoin que d'un seul document pour construire le projet, quoi. Il n'y a besoin que du plan, quoi. Ça, c'est précisément une méthode à l'anglo-saxonne, quand même, non? C'est ce qu'on nous dit toujours. C'est que dans la tradition états-unienne en particulier, bon, je sais bien qu'il est australien, Murcutt. Ouais. Mais donc c'est peut-être proche de ce point de vue culturel, quoi. Dans la tradition états-unienne, etc., même contractuellement, à la différence de chez nous, où on produit un dossier graphique et un dossier... D'accord. Le graphique et textuel est associé. Mm-hmm. Et ça présente un autre avantage, c'est que chez nous, en cas de litige, on sait que c'est le texte qui l'importe sur l'image. C'est ça. Donc chez eux, là, c'est un seul document, ouais, bien sûr. Ça, c'est quand même super très intéressant. malin. Mm-hmm. Moi, je crois quand même, chers étudiants et étudiantes, que là, on rentre dans le cœur d'un sujet, là, quand même, je sais pas. Puis ça veut dire que c'est l'architecte qui fait le descriptif. Oui, aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les responsabilités sont pas partageables. Ça va dans le sens de l'émission complète dont tu parlais tout à l'heure. On n'est pas... Aux États-Unis, on est par l'Allemagne, mais peut-être... En Allemagne, ils ont une pratique aussi très ici. Le niveau de responsabilité n'est pas le même. Ouais. Les architectes sont très engagés. Ils font une mission exé qui n'a rien à voir avec la nôtre. Où ils font le dimensionnement des choses. Hein. Quand ils dessinent un boulon, ils ne le dessinent pas au hasard. Ils calculent d'abord la section du boulon pour savoir s'il va tenir, quoi. Donc c'est un autre niveau d'exé, ça c'est sûr. Alors passons maintenant, alors j'aurais bien fait parce que ça j'ai fait un peu exprès de mettre ça comme ça, parce que dans chacune de vos réalisations, il y en a 3 là qui sont plus particulièrement retenues, c'était celle de l'année dernière, que j'ai eu l'occasion d'aller voir, parce que j'aime bien parler de ce que j'ai vu quand même. Il y a BBC, bon, mais bon, je ne sais pas si on a trop le temps. Là, par exemple, c'est Pépinière d'entreprise 2009-2011, Strasbourg, Haute-Pierre. Ça, c'est le texte qui figure sur le site de l'agence. J'ai relevé quelques mots en rouge: une certaine radicalité, répétitivité, dilatation, 2 000 € du mètre carré hors taxe, qui n'est pas très élevé, il faut bien le dire. Enfin, peut-être je fais passer les images vite fait, comme ça. Un bâtiment que vous affectionnez à l'agence, disais-tu, simple, bien exécuté, très bien exécuté, très cohérent. Il est à la fois très simple volumétriquement et quand on le regarde de près, il est composite dans sa constitution matérielle, en fait, en particulier dessous-dessus, si on peut dire. Corten en bas et au-dessus, c'est du polycarbonate, il me semble. C'est ça. Et surtout, il y a une forme de patine qui est déjà préconsentie. Alors évidemment, le corten, c'est une rouille dont le stade d'oxydation l'évolution du stade d'oxydation est bloquée à l'avance. Ouais. Mais forcément, il va toujours un peu plus loin quand on veut le bien. On le voit sur les plaintes. Parce que là, il y a quelques-unes de mes photos. Hein. Ça, c'est les photos agences, puis en dessous, c'est les miennes. Et par exemple, ici aussi, disons, il y a aussi une capacité qu'a un bâtiment encaissé. C'est pas vraiment ironique. Enfin, disons, c'est un clin d'œil. On sait bien ce que c'est. Enfin, il faut peut-être aussi assumer ça. Enfin, Bien sûr. Voilà.
Et alors là, par exemple, alors je me souviens, Ouais, quand même du tag. moi, je n'avais pas pu entrer dans le bâtiment, malgré tous mes efforts, mais par contre, ce qu'on voit de façon assez claire, assez nette ici, mais je me souviens plus très bien, c'est que là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4. 1, on commence. Alors, je vois par quoi je vois. 2, 3, 4, 5 instances matérielles, on pourrait presque dire, qui cohabitent quasiment tout au même nu, sauf le petit socle qui est hors trait. Enfin, disons la longrine, quoi. Et à l'intérieur, on est dans un autre registre où l'expression bois arrive, etc. Et ce que vous disiez, alors on peut montrer le plan. Un plan quand même, somme toute simple. C'est une règle. Ben voilà, c'est la règle, c'est le pitch. Ce que tu disais, c'est que, évidemment, là il y a un truc qui est très important, c'est que la réglementation au feu, disons peu contraignante dans le cas de ce bâtiment-ci, qui est très peu visitable, rend possible certaines choses. Tu peux peut-être en dire un mot Ouais. Donc c'est une pépinière d'entreprise, ça veut dire que le rez-de-chaussée c'est consacré à des ateliers pour des artisans plutôt. Donc ça ouvre sur la cour arrière avec des portes de garage pour rentrer la camionnette et puis un petit coin atelier. Il y a parfois un coin mezzanine au-dessus pour faire un peu d'administration. Et puis au-dessus, à l'étage, ce sont des bureaux qui sont soit individuels, soit partagés. Là, on voit qu'il y a 2 formats de bureaux. Et donc on y accède par ces escaliers qui donnent sur un accueil. Ce que le plan montre pas bien, en fait, c'est les dilatations qui sont... Il y a 3 dilatations dans ce plan qui est linéaire. Il y a dilatation au niveau de l'accueil, là, ouais. Et puis ensuite, il y a les 2 terrasses qui ramènent pas mal de lumière dans les circulations, celle-ci et puis l'autre symétriquement, voilà, qui fabrique ces poches où il y a un peu d'air. Et donc le niveau des ateliers, il est en béton, parce que c'est plus solide. Il est habillé, enfin il est isolé par l'extérieur et puis habillé avec du corten parce que c'est ce côté un peu brutal comme ça qu'on trouvait pas mal pour exprimer ses ateliers. Et puis au-dessus, le R+1, c'est entièrement de l'ossature bois avec ce bardage en plastique et donc du bois apparent à l'intérieur et du polycarbonate aussi en cloisonnement. Donc ça, c'est ce que Emmanuel rappelait, c'est que c'est un bâtiment de bureau. Nous, habituellement, on fait des bâtiments publics, c'est-à-dire ce qui s'appelle des ERP, établissements recevant du public. Dans les ERP, on a des contraintes de sécurité qui n'autorisent pas à faire ça, par exemple, puisque on doit être coupe-feu, la cloison entre une circulation et les locaux doit être coupe-feu une demi-heure. Ici, il n'y a pas d'exigence du tout, donc c'est pas coupe-feu du tout. Donc c'est du bois ou c'est du plastique et c'est autorisé. Donc comme c'était autorisé, on en a profité quoi, pour pouvoir faire un bâtiment où il y a quasiment que des matières. Hein. Il n'y a pas de plâtre dans ce bâtiment, il n'y a pas de peinture, à part au sol. Là, on revient chez Lotz et Marcel Lotz, le grand Marcel, qui disait qu'il faudrait pouvoir construire des bâtiments avec des espadrilles et des gants blancs. Oui, c'est très joli. Comme ils le font au Japon. Hein, oui, bien sûr. Non, mais surtout, c'est vrai que c'est compliqué de travailler, enfin de faire des bâtiments qu'avec des vraies matières, quoi. Enfin des vraies matières, des choses qui s'expriment pour ce qu'elles sont, du béton, du bois, du verre, etc. Mais tu dis pas seulement ça que tu as formulé, j'ai l'impression que tu dis aussi, pas seulement des vraies matières, mais aussi des matières qui sont pas, à moins j'ai mal compris, susceptibles d'être coulantes sur le chantier, quoi. Aussi, l'assemblage à sec. La construction sèche, bien sûr, tout à fait. Là, on se retrouve dans un certain choix culturel, il me semble, quand même. Espadrilles et gants blancs. Oui, mais aussi, ça renvoie à certaines écoles, plus qu'à d'autres. Oui. C'est plus nord que sud, si on peut dire. Oui. Ou est.
Ouest. Alors peut-être passons à autre chose. Ici. Tu le disais toi-même, c'est un peu raide. J'aime bien ça. C'est un mot cornartien à retenir. Ça veut dire qu'on est pris dans des tensions économiques fortes qui rendent souvent nécessaire, enfin c'est la manière dont vous pensez les choses, d'assumer une certaine raideur à l'extérieur, alors que le plan, l'organisation, la matérialité, la fabrication est quand même riche et évidemment soigné. Assumer une certaine dureté, on pourrait presque dire, de l'architecture. 36 logements et commerces, Strasbourg, là on n'est pas loin du centre-ville, écoquartier Danube, réalisé relativement récemment. Le cadre contraint de la production de logements sociaux. Nous proposons un projet sobre, brique et enduit, qui privilégie la qualité spatiale des logements et les dispositifs de partage et de rencontre des usagers, avec des locaux communs. 850 € du mètre carré. Ouais, ça c'est un chiffre, je t'avais déjà dit l'an dernier, qui est un peu faux. Un peu faux. Parce que soit il y a moins de mètres carrés. En fait, je crois que le budget à la fin c'est plutôt 3,2 millions ou 3,3 millions. Et peut-être qu'il y a un peu moins de mètres carrés. Mais donc on est plutôt à 1002 du mètre carré là, c'était un peu habitable. Là, non Oui, ça c'est tout à fait improbable. Enfin, ça c'est carrément impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et ça va être diffusé dans la France entière, ce chiffre. C'est ça, donc on verra bien que tu as triché. C'est pas moi. Ça figure peut-être sur ton site, hein, les surfaces et les prix. C'est possible, ouais. Bon, alors là je passe. C'était un petit extrait sur la qualité, le QEB là. Mais bon, qualité environnementale et cycle de vie. Mais passons au bâtiment en direct. Voilà. C'est un peu raide, hein. C'est-à-dire deux dominos, enfin disons un domino, avec un noir et un blanc, l'un en brique et l'autre en enduit, en plastique. Voilà. Alors là, il y a quand même un tout petit... Là où un peu de luxe, ça semble pas grand-chose, mais quand on passe à côté, ça invite à toucher quand même. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi. Ça articule cette affaire-là. Comment ça s'appelle ce détail-là en brique? Tu saurais qui connaît ce nom? Je crois qu'on a l'année dernière des gens se posaient la question. Ça porte un nom, non, forcément? Parce qu'en fait, on n'est pas sur un angle à 90 degrés, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est quand même un dispositif tellement typique d'une certaine nordité européenne. Je pense à l'école d'Amsterdam. Michel Leclerc, tout ça. Ils ont fait des choses comme ça. Là, je pense que c'est directement un détail polonais, quoi, fait par les poseurs polonais. En fait. Ah, vous ne l'avez pas dessiné? On ne l'a absolument pas dessiné. Génial. Ouais. Polonais. T'es sûr qu'ils étaient polonais? Ouais. Ce serait bien de retrouver le gars, peut-être. Non, ça c'est pas dessiné, ça c'est pareil, c'est les bonnes surprises. Donc ça c'est l'autre versant de la question, hein. C'est-à-dire que moi je connais des architectes qui dessinent le minimum de choses parce que ensuite justement ils pensent qu'il y a l'autre moitié du dessin qui est fait par les gens qui font la mise en œuvre directement, quoi. Et c'est assez intéressant. Alors, et des fois ça marche très bien, comme on voit là. Des fois, ça peut être catastrophique. Donc, c'est quand même une prise de risque très importante. Nous, si on ne fait pas ça, c'est parce qu'on a peur, quoi. C'est clairement, on préfère contrôler que prendre le risque. Parce que malgré tout, 9 ou 99 fois sur 100, ça ne marche pas le calcul, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même donner suffisamment d'informations pour que les choses se fassent comme il faut. En général, quand on ne dessine pas les choses, elles sont ratées. Enfin, en général, pour nous. Hein. Mais bon, et parfois, c'est pas vrai. Voilà. Donc là, c'est super. Là, c'est quand même un élément très, très important. Ça semble rien, mais quand on passe à côté, donc c'est pas l'angle qu'on voit ici en dessous. C'est de l'autre côté, ouais, c'est de l'autre côté là-bas. Super. Voilà. C'est celui qui est là-bas au bout, je crois. C'est celui qui est là, voilà, c'est ça. Bon. Après, il y avait cette histoire de où mettre l'argent. Donc, menuiserie chêne. Oui. Dans certaines, pas partout, mais en particulier dans les communs, là, ici, semble-t-il. Et dans les logements. Et dans les logements aussi. Ouais, dans les logements, si, c'est partout. Là, on met de l'argent. Partout, sauf un rez-de-chaussée, en fait, où c'est de la menuiserie acier pour les commerces et tout ça, pour que ce soit plus
résistant. Il y avait ce petit détail de la bande podotactile là, qui est assez beau. C'est-à-dire en fait, oui, tu nous avais raconté cette histoire-là. En fait, ça se lit comme une boucharde. C'est ça. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça dans l'exécution. Boucharde, vous voyez ce que c'est? Une boucharde, c'est une sorte de marteau qui permet d'éclater la surface du béton pour lui donner cette texture. Là, en l'occurrence, l'entreprise a choisi de faire une réservation au moment du coulage des dalles. Et pendant le chantier, ça a été protégé avec une planche pour pas qu'on se torde le pied. Et à la fin, tout à fait à la fin, ils sont venus faire ce béton, c'est plutôt du béton désactivé en fait. Donc le béton désactivé, c'est un truc, on coule le béton et puis à un moment donné, on vaporise un produit qui est un désactivant qui empêche la couche supérieure, la couche superficielle, la laitance de prendre, elle reste liquide et donc on peut l'éliminer et donc on a la lecture des agrégats qui sont à l'intérieur. Et du coup, ça donne un truc rugueux qui répond à la réglementation malvoyant. C'est la bande d'éveil, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, la bande d'éveil. Voilà, qui est plutôt sympa, effectivement, ça, c'est un détail qui est chouette. Ouais. Il faut avoir un bureau de contrôle qui soit un petit peu coopératif. On ne peut pas faire ce genre de truc sur tous les projets. Il y a des bureaux de contrôle qui sont très très obtus et qui ne dérogent absolument pas de la règle. Donc voilà, ça dépend. Voilà, après, les logements, on va pas rentrer dans le détail, mais simplement on était revenu un peu, et c'est moi qui ai ajouté ça, parce que là c'est pas chez vous, ça c'est Dubuisson, Jean Dubuisson, résidence du Parc à Croix, 1950-62, une opération de longue haleine. Ici, on a des loggias inscrites. Alors, c'est très, très peu, hein. C'est des petits logements de rien du tout. C'est l'économie presque encore de l'après-guerre. Hein. Mais c'est une très, très belle résidence qui a été malheureusement très abîmée après coup, qui a même occasionné dans mon parcours d'architecte de quitter l'agence dans laquelle j'étais pour avoir refusé de la réhabilitation qui était proposée. Mais en fait, peut-être eu tort, mais... En fait, il y avait un propos chez Dubuisson qu'on retrouve quelque part aussi possible là, dans ces loggias ici, hein, je ne me trompe pas, hein, c'est celle-là. Oui. Simplement, ce qu'on ne voit pas, c'est les ouvrants. Là. Oui, on ne voit pas que c'est vitré, en fait. Ouais. Des deux côtés, en fait. Oui. On peut passer, là, quand même. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ce que disait Dubuisson, c'était une époque, un autre monde, hein, évidemment. Il disait que c'était le lieu dans lequel la mère de famille pouvait observer son enfant jouant sur la loggia alors qu'elle était en train de préparer la cuisine. C'était de l'autre côté, la cuisine. Ouais, c'est bizarre, il y a un truc. Alors c'est peut-être pas exactement le bon exemple que j'ai pris en plan. Elle était plutôt en train de faire de la couture. Oui, la couture. La chambre. Enfin, disons, peu importe l'anecdote. Quelle bonne époque. C'était un peu... Mais disons, il y a cette idée quand même super intéressante qu'on voit, c'est que sur des petits logements, c'est de pouvoir avoir des raccourcis. Enfin, pas des raccourcis, au contraire, presque plusieurs parcours possibles, y compris par l'extérieur. Ça fabrique une double circulation. Ouais, c'est ça. Là, il y a un luxe. Il y a un petit luxe. Un petit luxe. Même si la loggia n'est pas très épaisse. Un petit luxe. Donc là, on voit aussi, par exemple, le store, il est à l'extérieur de la loggia. Et puis, il y a cette... donc, on a une porte vitrée devant nous et une autre derrière nous, qui fabrique cette double circulation possible autour de la cuisine. Et en fait, à une occasion, j'étais amené à retourner sur le bâtiment qui était habité parce qu'il y avait un petit problème technique quelque part avec des gens qui prenaient un peu l'eau. Ouais. Donc, à ce moment-là, on est rentré chez les gens et donc chez une personne, eh bien, il y avait une armoire devant la porte-fenêtre, puisque en fait, ça s'était imposé par le bailleur. Nous, au début, on a essayé de lui dire, mais attendez, on ne va pas faire les surfaces que vous nous demandez, là, c'est ridicule, c'est inhabitable.
Et donc il nous a dit qu'il n'en voulait pas. On lui a dit on vous fait un bâtiment plus grand pour le même prix. Et il a dit non, 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 parce qu'après les loyers, je dois les calculer sur la surface. Et comme je m'adresse à des gens qui sont vraiment économiquement en difficulté, je ne peux pas leur coller des loyers plus chers, etc. Bon, donc on a dû respecter dans une fourchette de 5% les surfaces réglementaires. Ce qui fait que les chambres, eh bien, à la fin, vous êtes obligé de mettre l'armoire devant la fenêtre, puisque vous ne savez pas la mettre ailleurs, quoi. Donc c'est quand même super intelligent comme truc. Donc ça, voilà, ça fait réfléchir aussi, quoi. On se dit, bon, c'est bien joli de mettre des fenêtres, mais en fait, si on ne peut pas mettre d'armoire, c'est peut-être pas très malin. Et puis deuxième truc, c'était les stores, et donc on rentre chez une autre personne, et puis, je sais pas quoi, la loggia a été ouverte et tout, et bon, elle ne savait pas que j'étais l'architecte, alors elle dit, je lui dis, je sais pas quoi, elle parle des stores, et je lui dis, et du coup, vous en pensez quoi du store comme ça qui ferme la loggia Elle me dit, ah mais ça c'est épouvantable, ça fait un bruit épouvantable avec le vent, etc., quoi. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces retours vécus comme ça. Donc il y a des choses où on se dit, ben, ça va marcher, et puis en fait ça ne marche pas, quoi. Bah, ça pourrait si le store ne faisait pas de bruit, par exemple. Ouais, mais le vent dans des lames métalliques, il fera toujours du bruit, quoi. Donc ce serait un store de nature différente, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, alors je passe là-dessus, il y a les communs. Je passe là-dessus parce que le temps presse un peu. Est-ce que vous avez une question, étudiante, ou une intervention éventuelle? C'est vrai qu'on monopolise la parole. Bah ouais, c'est toujours... Oui. Oui. C'est ça. Le détail qu'on a vu tout à l'heure, c'est lié à la tournesol. Ouais, ok. Ah oui, il y a la tournesol, on est encore. Qui est là. On n'aura pas le temps de voir tout ce qu'on veut voir. Parce qu'il y avait d'une part la tournesol. La tournesol, c'est quand même assez incroyable, hein. Donc piscine tournesol, vous voyez ce que c'est, etc. Un programme des années 60, non? 69, la décision 69, politique ah oui, 69, de Gaulle. Extraordinaire, le tournesol 69. Et après, ouais, sa production, c'est dans les années 70. Ouais. Ouais. Et donc là, en fait, on pourrait dire ce que vous faites, c'est qu'un bâtiment qui s'est un peu sclérosé avec le temps, il a aggloméré toute une série de services qui sont arrivés après coup, qui n'étaient pas prévus dans le programme d'origine, et qui ne permet plus d'en avoir une efficacité de pratique et de lecture. Vous décongestionnez en fabriquant une extension qui a une forme de boomerang tenue à distance de cette rosace que forme la piscine tournesol. Et c'est assez extraordinaire. Je l'ai visité sans m'y baigner parce que pas le temps, ça allait fermer, mais c'était quand même... On a eu droit à une visite à sec, à pied sec, en habit autour de toutes les baigneurs et les baigneuses dans le bassin. C'était drôle. Et voilà. Donc ça, c'était l'état d'origine. Ça, c'est ce qu'il devient. C'est-à-dire, en fait, voilà, la planche, évidemment, la plus intéressante, c'est celle-ci. Dépose des tuiles, enfin ce que vous appelez les tuiles, ça Ouais, s'appelait comme ça. Comme ça que ça s'appelait. Ouais. Bon, c'est des tuiles de grande dimension qui étaient en polyester. Brevet Matra. Xavier Matra. Brevet Matra, ouais. Des tuiles polyester, avec 4 cm de polyuréthane entre les deux feuilles de polyester. Donc voici le squelette que vous maintenez, qui est évidemment traité intumescent, protégé par de la peinture feu, anti-feu. Et puis après, vous remontez là-dessus des panneaux, un bac acier rempli de laine pour fabriquer un peu d'acoustique à l'intérieur, un bac acier micro-perforé, par-dessus une couche d'isolation thermique de foam glace. Ouais. C'est un isolant à base de billes de verre. Qui est ensuite poncé pour que ça redevienne un peu plus rond. Ensuite, il y a un bain de bitume là-dessus. Et puis une peau, une membrane en caoutchouc à la fin. Donc c'est hyper écologique. Hein. Oui. À tout niveau, parce qu'on va bien voir ce que donne le ponçage là, ici. Ouais, c'est ça. Ça ferait un peu de poussière. Ouais. Et là, ce sont des, comment on appelle ça, capitaux. Ouais, c'est ça, les systèmes de capitaux. On voit bien ici. Voilà. Il y a un truc que j'ai pas bien compris, ça c'est le bac.
Enfin, Ouais. c'est l'une des peaux du bac. En fait, ça c'est... L'autre peau, elle est là, c'est celle-là, non? Oui. Parce que l'isolant, il manque l'expression de l'isolant interne. En fait, là, il y a les deux... Oui. Il y a la porte qui Oui, est au-dessus. repliée Oui. sur la partie fixe. Hein, Mais bon, une paroi, c'est ça. Enfin, disons, C'est une ça. enveloppe, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est Et ça. donc là, on devrait voir de l'expression de l'isolant ici, non? Alors, en fait, on voit la toile. Ce qu'on voit à la fin, c'est la toile, hein, qui Oui, est le trait, ici. voilà, qui est là. Mais là, il y a bien de l'isolant. Là, il n'y a pas d'isolant. Oui. Ben, oui, ici, là. Et je veux dire, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a bien deux isolants. C'est bien ce dont tu... Ah, le premier L'isolant, isolant, il est là. dans la nervure. Dans la nervure seulement. La laine est dans la nervure du bac. Ouais, c'est ouais. pas grand-chose. Non. Mais le foam glace, bon, c'est relativement efficace. Ouais. Mais de toute façon, bon, thermiquement, une piscine, c'est un gouffre. Hein, donc, il n'y a pas de classement RT hein, pour les piscines, par exemple. C'est juste impossible parce que il faut chauffer tellement d'eau et d'air que bon. Alors évidemment, Par définition, c'est déperditif. oui. Il vaut mieux. Enfin, disons que quand on construit une piscine depuis zéro, on arrive à l'isoler un peu mieux que ça, quoi. Ici, malgré tout, il y a une contrainte. Il y a aussi une contrainte de poids, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter éternellement de la matière parce que Alors, ça a Parce coincé que un la peu. structure, au départ, elle est calculée vraiment au minimum. Hein. Or, ça a coincé un peu. Hein. C'est ce qu'il disait à l'usage, c'était pas si Il simple. y a toujours des problèmes un peu avec les portes, etc. Bon, les portes, on a compris qu'il fallait quand même systématiquement changer les rails, les galets et tout ça, parce que quand on essaie de les conserver, elles ne fonctionnent plus après. Voilà le plan général. Avec votre boomerang, neuf, C'est ça. ici, là. Et puis voilà, quand même, la chose que ça donne. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. C'est 100... C'est combien de degrés? 120 degrés, quoi, à peu près. 120 degrés l'ouverture, ouais. Oui, c'est génial, hein, c'est un bâtiment vraiment, c'est super. Hein. En plein... Alors, ce qui est étrange, c'est que c'est en pleine zone pavillonnaire. On n'est pas du tout en cœur de ville. C'est Ouais. drôle. Oui, parce que ça a été construit à cette époque-là aussi, à l'époque où on construisait beaucoup de lotissements, et donc c'est très souvent jouxtant un lotissement, jouxtant un collège, etc. Parce que maintenant on les collectionne un peu, hein, puisqu'on est devenu le professeur Tournesol, quoi. On est devenus les spécialistes maintenant en France. On en a achevé une autre en Alsace, à la frontière suisse, à Ferrette. On est en train de faire des études pour une... donc à Ferrette, c'est ça, elle est à côté du collège, mais c'est vraiment un milieu rural, c'est un village, donc c'est le début du Jura, c'est assez joli. On en fait une à Toulouse, où là on est dans un ensemble de bars, hein, aussi de ces années-là. Où on a beaucoup de difficultés, parce que ça fait 1 an qu'on fait l'APS, quoi, ça n'avance pas. Ils n'ont pas assez d'argent et on leur a... Nous, on a une expertise, si vous pouvez appeler ça comme ça, sur qu'est-ce que ça coûte de refaire une tournesol, puisqu'on en a refait 2. Donc on sait que ça vaut 5 millions, voilà, à la louche, quoi. 5 millions. Et donc, eux, ils veulent le faire pour 3,2 millions, par exemple. Alors, et puis, ils veulent un bassin extérieur en plus. Alors, on leur dit, bah, vous voyez, ça va pas être possible. Donc, on leur a dit plusieurs fois, depuis 1 an. Et à chaque fois, ils disent, oui, c'est vrai, d'accord. Et puis ensuite, à la fin, ils demandent encore un truc en plus, quoi. Donc, bon, bref, des fois, c'est bizarre, hein, les discussions avec les maîtres d'ouvrage. Et puis là, on a rentré une commande aussi pour une tournesol en Auvergne, à Langeac. Et là, c'est une commande directe, c'était pas un concours. Enfin, c'est une commande directe, c'est un marché négocié, c'est pas un concours. Et donc là, on s'est dit, c'est bien, c'est un marché négocié. Donc, on fait l'esquisse, il n'y a pas l'étape du concours, donc on peut prendre plus de risques, puisqu'on ne risque pas d'être éliminé si on fait une proposition plus radicale. Et en l'occurrence, c'est un terrain qui se prête très bien à faire une extension qui se connecte que sur un point, et donc qui prend la forme d'une barre, et qui a donc un côté séduisant pour le jeu de forme que ça procure, avec la ligne et le point. Et malheureusement, ces gens qui sont en quelque sorte venus nous chercher, hein, ils sont venus visiter cette piscine de Lingolsheim, ils sont venus visiter la piscine de Ferrette, ils sont devenus des fans absolus. Et donc ensuite, ils nous ont invités à répondre, et puis ensuite, ils nous ont fait gagner.
Et maintenant, en fait, ils veulent Ferrette, quoi. Alors que c'est pas du tout adapté à leur site. Donc, finalement, c'est des gens qui nous aiment bien, ils sont venus nous chercher et tout, et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution qui va convenir. Pour finir, peut-être juste cette chose-là dont on avait parlé aussi l'an dernier, c'est Gamsheim, oui. Centre sportif et culturel. Et en fait, là, c'est un bâtiment. Tiens, c'est bizarre, c'est mangé. Bon, c'est pas grave. Comment dirais-je? C'est un complexe, encore une fois, multi-équipement, comme tu dis. Et oui. Ce qui est intéressant là, c'est un autre propos, ce qu'on pourrait peut-être discuter un peu, c'est voilà l'inscription dans le site général. Donc, on est une sorte de plaine de sport avec des terrains de foot. D'ailleurs, un petit bâtiment vestiaire que vous avez fait. Qu'on a fait là, ici, au milieu des deux terrains, oui. Ouais. Là, il y a d'autres choses. Et là, ce qu'on regarde, c'est ceci. Et ceci, ce qui m'intéresse là, c'est une certaine manière que vous avez de dessiner par le plan, en fait. Ce qu'on aurait appelé autrefois la composition, ce qu'on appellerait peut-être l'organisation, entre composition et organisation. Je n'ai pas pu m'empêcher, on en avait parlé déjà l'an dernier, cette fois je les ai trouvés, j'ai eu le temps de les trouver, les rajouter. Ouais. Ceci n'est pas Dominique Cornart, ceci non plus. Ceci est plutôt Dominique Cornart, et ça c'est le plan de l'étage. Mais donc ici on est à Knossos, Grèce, 1600 avant JC. Génial. Là, ici on est chez Louis Kahn, l'église unitarienne. C'est dans la banlieue de Chicago, Rochester, États-Unis, 1959. Et là, on est en 2008-2013. Il y a un truc déjà dans le temps qui est assez abyssal. Alors, avant que tu discutes de ça, si tu permets, juste, je montre ces images parce que ces images, elles racontent assez bien votre positionnement un peu à cheval entre les temps anciens, si on peut dire, une certaine lecture de la modernité et une capacité aussi à travailler sur le plan du contemporain, dans l'écriture, je veux dire. Par exemple, là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont l'équipement sportif à l'intérieur, dans sa crudité belle, amène de la couleur, une sorte de... Il y a une dimension, je sais pas, une photogénie particulière. C'est très bien réalisé tout ça. Je n'ai pas pu rentrer. Donc c'est des photos qui ont été faites en partie de l'extérieur, les miennes, et de l'intérieur, c'est celle de l'agence, malheureusement. Alors, évidemment, là, j'associais Van Velde, mais c'est encore une autre histoire. Il y a quelque chose d'un peu, voilà, Gursky. C'est-à-dire, là, par exemple, vous voyez l'échelle de ces affaires-là, c'est quand même assez incroyable. C'est des salles très, très grandes. On se demande quelle est l'échelle, et on voit tout au fond, là, un vitrage qui fonctionne presque comme une fresque, en fait, ou un tableau, je dirais, sur l'extérieur, dans cette salle. Je trouve que quand même, les photos sont belles. Hein. Peut-être elles sont plus belles que le bâtiment, je te fais marcher. Là, comme souvent. Mais... ça aussi, par exemple, la qualité des sols, on sait bien, c'est des sols sportifs, etc. Et la qualité de l'exécution, de la gestion des éclairages, les shades, etc. Encore une vue, celle-ci. Bon, je finissais par ce détail, mais ça, c'est peut-être pas très important. Ça, donc, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Il y a un peu trois feux, quoi. Il y a ce feu Gursky, je dirais presque, une sorte de post-pop, ou je sais pas comment dire, l'architecture de la très grande dimension contemporaine, assez joyeux en fait. Il y a une écriture qui flirte un peu avec la modernité d'un certain point de vue. Les relations avec Van Velde, je trouve, elles sont assez fortes dans ce bâtiment-là, dans sa raideur, comme tu dis. Et puis il y a encore autre chose qui est de l'ordre de la composition. Ce plan, il est particulièrement savant. Ce sont un peu tes derniers mots, parce qu'on est obligé de... Ouais. Le travail du plan, ça c'est sûr, sur ce bâtiment, c'était... très très compliqué je me souviens que la phase de concours on en a bavé vraiment pour réussir à fabriquer la bonne organisation avec et ça tient au fait qu'il y a 4 éléments de programme très très gros à desservir, en disant 3 très très gros plus un autre. C'est-à-dire qu'il y a la salle de gymnastique, la salle multisport qui est en bas, une salle de spectacle et polyvalente, donc avec un gradin rétractable pour pouvoir faire des mariages ou des concerts, parce qu'il y a une harmonie municipale dans cette commune qui joue en première division, donc ils font des concerts et tout ça. Et donc en haut,
l'équipement un peu plus cloisonné, là, c'est l'école de musique, avec la salle de répétition en haut, et puis des plus petites salles, des plus petits studios sur le côté. Bref, tout ça devait être distribué depuis un seul hall, et donc c'est pour ça que bon, les références sont vachement bien, parce que on voit que on est obligé, quand on est confronté à ce type de problématique, de desservir beaucoup de choses à partir d'un seul point. Le point, on est obligé de le mettre au milieu, ça ne peut pas marcher autrement, quoi. Sinon, on a un hall qui va faire 200 mètres de long et ça va pas coller avec les surfaces et tout ça. Et du coup, on est obligé de rentrer dans l'épaisseur, donc c'est ce qui fabrique le processus d'entrée, avec l'entrée un peu cachée, comme ça, en haut, ici, là, voilà, qu'on voit sur les images extérieures aussi, là, en haut, c'est-à-dire sur l'image du haut, l'entrée, elle est vraiment un peu planquée comme ça, ce qui est, voilà, qui est là. Donc du coup, après on fabrique la grande fenêtre qui donne sur la salle de gymnastique pour qu'il se passe un truc quand on va jusqu'à la porte, et puis qu'il y ait cette relation avec le parvis. Voilà, donc effectivement ça c'est un projet où le plan fabrique le... Après c'est les gabarits qui fabriquent les volumes, si on veut, hein. C'est les hauteurs libres dans les salles qui sont réglementaires. Et après sur le, je sais pas, sur les autres sujets dont tu parlais, je sais plus, oui, il y a quelque chose de moderne, il y a sûrement quelque chose de très raide, en tout cas à l'extérieur, et ce qui n'est pas tout à fait vrai à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des ambiances qui sont vraiment assez belles, les photos, ok, c'est des photos de photographes et tout ça, mais c'est quand même assez vrai que c'est un projet qui a... les 4 parties du programme ont chacune des ambiances très particulières et assez bien réussies. On est assez content de ce projet. Il est juste très violent dans le paysage. Vous voulez finir là-dessus, en fait, Dominique? Non, mais disons, bon, ça... En fait, nous, la question de à quoi ressemble le bâtiment, à la fin, c'est une question qu'on se pose très tardivement. Et effectivement, c'est le plan qui fabrique le projet, c'est la coupe aussi, bien sûr, etc. Et donc, la question de savoir à quoi il ressemble, il ressemble finalement à ce qu'il est, quoi. C'est quasiment pas nous qui le décidons, quoi. C'est le projet qui décide à quoi il veut ressembler, quoi. La volumétrie programmatique, ça impose quand même d'avoir une certaine présence. Oui, après on pourrait venir rajouter des couches ou des choses comme ça pour adoucir le... Ouais, voilà. Merci Dominique. Merci à vous. Merci à toi. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci. Next time. On pourrait presque en refaire encore une. On peut en faire une chaque année. Hein. Ouais, on peut en faire une chaque année. C'est toujours aussi agréable d'être accueilli ici. C'est super intéressant. J'apprécie beaucoup. J'ai plein de choses à dire encore, mais tu vois, j'arrive jamais à la conclusion.